Quand on perd la mémoire, on perd également la faculté d'imaginer. La mémoire, cette capacité qui permet de se souvenir des événements du passé, fascine tellement les écrivains. C'est un thème qu'on va retrouver dans beaucoup de romans, beaucoup de pièces de théâtre, et également dans le cinéma. Pensons par exemple à Marcel Proust et à son immense édifice romanesque à la mémoire du temps perdu. 2400 pages qui parlent de mémoire, où l'écrivain va traquer sa mémoire dans son enfance, son adolescence, même dans l'âge adulte. Nous recevons aujourd'hui une écrivaine, Gisèle Amélie, qui vient nous parler de mémoire, en quelque sorte, d'un événement particulier, qu'elle a consigné dans un livre qui s'intitule « La femme qui recherchait son enfant ». Pour en savoir plus, tout à l'heure dans le décryptage. Gisèle Amélie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Merci. Donc, content de vous recevoir. Vous venez nous présenter La femme qui recherchait son enfant. Mais déjà, avant de parler du livre, question rapide sur la façon dont est écrit votre nom. Gisèle Amélie, Gisèle avec 2G. Pourquoi 2G? Pourquoi 2G? En fait, déjà, je veux dire que Gisèle Amélie, c'est mes deux prénoms. J'ai décidé d'écrire avec mes prénoms. Ça me plaît de le faire et c'est juste un peu de fantaisie. Donc on va dire que les 2G, c'est juste pour faire joli. Voilà, et même Amélie, c'est un IE, mais j'ai rajouté le Y. Donc 2G, un Y. On constate que les écrivains adorent vraiment jouer avec leur nom. Ils refusent parfois d'écrire avec le nom à l'état civil, mais c'est intéressant, on ne va pas vous le reprocher. Donc la femme qui recherchait son enfant, c'est l'histoire d'une femme, vraisemblablement une sorcière, qui va semer la panique à une époque particulière de votre enfance. Donc il s'agit clairement d'une histoire vraie, une histoire vécue. Voilà. En fait, je ne dirais pas sorcière, je dirais génie. Je pense que ça va plus. Oh, mais c'est écrit sorcière dans le livre. Hein, d'accord, en fait, voilà, c'est ça en fait. Mais les enfants ont dit sorcière, mais dans l'imaginaire collectif, il s'agit d'un génie, un être supérieur. Et dans l'imaginaire collectif, on en parle. Elle cherche son enfant. Et cela revient, bon, nous avons rencontré ça quand on était enfant et on a pensé à raconter l'histoire. Donc une histoire une autre. Hein. Une histoire fantastique, merveilleuse, voilà. Mais qui est véritablement arrivée. Vous le dites dans l'avertissement de votre livre. Je le raconte en toute simplicité, sans digression d'aucune sorte, de la même manière que je l'aurais fait oralement. Voilà. De quelle façon est-ce que l'oralité a impacté l'écriture de ce livre-là? En fait, je sais pas, quand je dis que je l'aurais fait oralement, c'est comme une histoire que je raconte parce que, en fait, je suis dans cette histoire. Je veux dire, l'histoire, c'est comme si je l'ai vécue et l'histoire n'est pas sortie de moi. Donc, je vous en parle sans réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit, comme je l'aurais fait oralement, je vous en parle sans réfléchir, avec les idées que j'avais quand j'étais enfant, en fait. Une histoire que vous avez écrite comme vous parleriez à quelqu'un. Voilà. On rappelle bien qu'à l'époque, vous étiez en CE2, voilà. À l'école primaire, donc à Cocody. Je rappelle que c'est une histoire vraie. Vous avez vécu plusieurs événements dans votre vie. Là, vous êtes adulte maintenant, majeur et vacciné. Voilà. Plusieurs événements dans votre vie. Pourtant, vous décidez de raconter cette histoire de sorcière ou de génie qui sème le trouble dans une école publique ou dans une ville. Pourquoi en particulier cette histoire? Bon, alors cette histoire, parce que c'est une histoire qui revient, comme je l'ai dit, c'est une histoire qui est dans la tête de tous un peu, dans l'imaginaire collectif. Et on retrouve cette histoire un peu partout. Et c'est surtout parce que cette histoire n'est pas anodine, c'est une histoire, comme on dit, extraordinaire. Donc je me suis dit, j'ai voulu mettre des mots dessus. J'ai su que c'est une histoire qui pouvait intéresser tous et qui intéresse d'ailleurs tout le monde. Très bien. À l'instant, je parlais de mémoire en introduction à l'émission. La mémoire est une question qui revient beaucoup. Je dirais peut-être même un peu d'amnésie aussi, parce que plusieurs fois dans le récit que vous écrivez, je ne m'en souviens pas bien, ma mémoire ne me revient pas à cet instant-là, je n'en suis pas trop sûr. Pourquoi écrire une histoire dont vous n'avez pas de souvenir précis? Vous savez, je n'ai pas de souvenir précis, mais le souvenir que j'en ai, je pense que c'est déjà assez pour pouvoir faire passer l'histoire. Mais parce que aussi, pour dire, l'histoire en elle-même, elle est étrange. Donc elle ne peut pas refléter. Les faits, ce n'est pas des faits, ce n'est pas précis, c'est-à-dire l'histoire en elle-même de sa nature, elle est étrange. Donc je ne peux pas en parler avec des mots clairs, précis, comme si c'était quelque chose, un fait avéré, voilà. Et justement, je vous ai dit que je me souviens avec cette mémoire d'enfant, comme si c'était un enfant. Donc vous voyez comment l'enfant est ému devant toutes ces choses qu'il peut
vu arriver. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que vous l'avez dit, l'histoire est étrange, très étrange même. Je le rappelle, c'est l'histoire d'une femme qui, une sorcière ou un génie, en fait les lecteurs le sauront, qui est à la recherche de son enfant et qui sème la panique dans une école. Donc vous étiez à l'école primaire et tout le monde se met à fuir. Pourtant, personne ne voit jamais cette femme. Vous-même n'en donnez pas de description précise. Je l'ai jamais vu. Est-ce qu'on peut dire que, au final, cette peur, panique a été causée par la rumeur? Voilà. Et je pense que c'est par rapport à ça que j'écris même l'histoire. Faites attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a des oreilles, il y a les enfants n'entendent pas la même chose. D'ailleurs, faites attention à ce que vous dites parce que l'Africain adhère facilement aux rumeurs. Donc, sachant cela, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on raconte. Et parce que nous, c'est parti de rien. C'est parti de rien. On a entendu parler de ça. On a oublié, mais quand c'est revenu, on a entendu juste le cri. Et puis ça... Ok, on va pas trop dire parce qu'il faut que les lecteurs sachent, découvrent par eux-mêmes ce qui s'est passé par la suite, ce qui va arriver, va arriver également à cette femme sorcière que personne n'a vue. Au final, est-ce que derrière cette critique de la rumeur, il n'y a pas également une critique des croyances mystiques en Côte d'Ivoire? Bon, en fait, parce qu'à la fin, je pose cette question. Est-ce que le surnaturel existe? On vous pose la question à vous, c'est vous qui avez écrit ce livre, c'est vous qui En fait, je ne vais pas répondre pour tout le monde, je pense que chacun va répondre. Moi, quand j'écrivais l'histoire, je ne savais pas. Aujourd'hui, par rapport à certaines choses que j'ai vécues dans ma vie, que ma famille a vécues, je peux dire que j'ai une grande conviction, je crois que le surnaturel existe. Donc. Et je pense que c'est une question d'actualité. Avec ce monde qui est en train de partir, on ne sait où on veut se départir de tout ce qui est esprit, mystique et autres pour entrer dans la science. C'est vraiment le moment de se poser ce genre de questions. Sans trop savoir pourquoi, j'ai ressenti le besoin de mettre des mots dessus. Peut-être l'ai-je tout simplement consigné pour honorer la mémoire de cette femme admirable et courageuse qui fut ma mère et qui nous a quittés bien trop tôt à l'âge de 38 ans. Donc, au final, derrière ce souvenir de la femme sorcière ou la femme génie, derrière cette critique à l'encontre des rumeurs, il y a également l'hommage à la mère. J'ai voulu en même temps parler de ma mère, mais en même temps parler à tous, faire passer un message. C'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que de plus en plus, et surtout avec tous ces événements politiques, là, des rumeurs, tout part de rumeurs, tout ce que ça engendre après, bon, c'était vraiment pour revenir dessus, pour dire voilà ce que ça peut faire. Très bien, intéressant. Parlons maintenant de la forme du livre en lui-même. On retrouve des images et des mots, des illustrations, un roman pour enfants. Est-ce qu'il s'agit d'un récit pour enfants, d'un récit jeunesse? Voilà. En général, on place ce livre dans le domaine de récit jeunesse. Mais moi, je dis, je parle à tous. Je parle aux enfants, c'est vrai, c'est le cœur de cible, mais je parle à tous. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour parler aux enfants que les grandes personnes. Donc, ils comprennent et ils expliquent. Bon, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut lire même. C'est un livre qu'on peut lire à l'école, en lecture suivie. Le professeur est là, il fait passer le message. Mais c'est un livre aussi que des parents peuvent acheter à la maison et lire avec leurs enfants. Parce que je pense que c'est à eux que je parle en premier pour dire faites attention à ce que vous racontez aux enfants. Faites attention à ce que vous racontez aux enfants. Faites attention à ce que vous écrivez également pour les écrivains. On va recevoir quelqu'un maintenant qui a lu votre livre et qui aimerait bien poser des questions comme je le fais avec vous maintenant. L'instant lecteur. Aujourd'hui, nous recevons non pas un lecteur, mais une lectrice. Sophie Kouassi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez lu La femme qui recherchait son enfant de Gisèle Amélie. Exactement. Est-ce que vous avez aimé le livre? Oui, j'ai beaucoup aimé le livre. Beaucoup aimé le livre? Très bien, elle est là, face à vous, et elle attend votre question maintenant. Bonjour madame, j'ai lu votre roman, j'ai beaucoup apprécié. J'ai une petite question à vous poser. Pourquoi à la fin de votre récit, vous dites que cet événement est une grosse histoire? Ok. Alors, merci d'avoir lu le roman et de l'avoir apprécié d'ailleurs. Je dis que cette histoire est une grosse histoire parce que je considère, bon, avant quand j'étais enfant, les événements étaient réels. Aujourd'hui, je vois que non. Je vois que
les événements ont été grossis. Quand je dis c'est une grande histoire, les événements ont été grossis. Il y a eu quelque chose. En fait, il y a eu quelque chose, mais on a trop grossi ça. Et on en a fait une histoire. C'est pour ça que je dis que c'est une grosse histoire. C'est-à-dire, c'est un feu de paille, c'est parti de rien et il n'y a rien en fait. Nous, on n'a rien vu. Vous dites qu'il n'y a rien eu, mais vous n'avez rien vu. On n'a rien vu. Peut-être bien que c'est arrivé, mais que vous n'avez rien vu. Voilà. C'est possible, mais je dis qu'on n'a rien vu parce que, comme je suis très curieuse, même depuis enfant, j'ai posé des questions par-ci, par-là. C'est arrivé ici, à cette institutrice, à cette maîtresse de la maternelle. Mais quelle maîtresse? Qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée aux informations, je n'ai rien trouvé. J'étais enfant, mais ça m'intéressait. Je suis allée aux informations, je n'ai rien trouvé. C'est pour cela que avec beaucoup de méfiance, bon, je pense qu'il n'y a rien eu. Mais comme vous le dites, pas parce que je n'ai pas vu que ça n'a pas eu lieu. Vous êtes une sorte d'enquêtrice comme Aya de Yopougon. Okay. Très bien, merci beaucoup Gisèle Lamenne pour votre réponse. Merci également à Sophie Kouassi pour sa belle question. On espère vous revoir très bientôt sur le plateau pour un autre invité certainement. Quelqu'un d'autre maintenant, il y a une question à vous poser, quelqu'un qui n'est pas sur le plateau et qui aimerait savoir également un peu plus sur votre récit. La question celle-ci. Salut, moi c'est Sarah Davila. Ma question est la suivante. Pourquoi dites-vous le pronom personnel vous pour interpeller le lecteur dans vos récits? Alors pourquoi je dis vous en parlant avec le lecteur? Je pense que c'est parce que j'ai dit que j'étais engagée, que je voulais faire passer un message et que j'ai besoin de ce contact. C'est comme un point de contact. J'ai vraiment besoin de ce contact pour que la personne se sente directement interpellée. C'est pour cela que je dis vous. On peut dire également que le fait de dire vous et d'insérer le lecteur dans votre récit est une façon également de montrer le caractère très oral de votre récit. Tout à fait. Effectivement, comme dans les contes, quand on raconte un conte, on revient toujours à la personne. C'est vraiment comme un va-et-vient. C'est très intéressant ce que vous dites, vous parlez de conte. Est-ce qu'on peut dire que cette histoire, que ce que vous avez vécu est une sorte de conte en grandeur nature? Je parlerais plutôt de légende pour dire que quand même, il y a quand même des événements, des faits réels, quoi, en fait. Au final, on a du mal à vous suivre. Est-ce que l'histoire est réelle? Est-ce que l'histoire est surnaturelle? Est-ce que l'histoire est une rumeur? L'histoire est réelle parce que... Vous-même, vous hésitez. Non. Oui, on hésite parce que l'histoire est étrange. Mais je veux dire, l'histoire a pris corps dans un moment donné, vraiment dans un espace donné. C'est pour cela qu'il y a quelque chose de réel dedans. C'est-à-dire, nous, on a vécu ça réellement et les gens en parlent. C'est pour ça que je dis, pour moi, ce n'est pas réel, mais je veux dire, je ne peux pas enlever ça. Dire non. C'est d'extraire la dimension réelle de cette histoire surnaturelle. Voilà. On vous sent encore très, très touché par cette histoire. Tout à fait. On parlait de mémoire déjà à l'entame de l'émission. Est-ce que vous y songez encore? Et quand vous y songez, est-ce que vous avez peur en y pensant? Bon, en fait... Non, je n'ai pas peur, mais je veux dire, c'est vrai que je raconte l'histoire comme si j'étais encore dedans. Comme si j'étais à l'intérieur de l'histoire, c'est vrai. Et je pense que c'est pour prendre vraiment cette distance que j'ai aussi raconté l'histoire. Pour sortir un peu de cette histoire. Parce que quand on met des mots sur une histoire, des mots sur un mal, des mots sur un événement, c'est comme si on s'en séparait. C'est un peu ça. Très bien. On parlait de mémoire. Je parlais également de votre mémoire bibliothécaire. Est-ce qu'il y a des écrivains ou des écrivaines qui vous ont influencé? Influencé? Pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup? Non. Donc vous êtes une sorte d'écrivaine, on va dire auto-écrivaine. Non, j'ai beaucoup lu. J'ai lu des histoires, j'ai lu des romans de certains écrivains, surtout ivoiriens, mais bon. Pas été vraiment, c'est pas leur cri. Je me suis senti, j'écris comme j'écris. Je veux dire, c'est pas, je ne suis pas sur les pas d'un écrivain. Je suis un esprit libre un peu. Voilà, je très bien. Ici à Entre les lignes, nous sommes sur les pas de nombreux écrivains. D'ailleurs, on va rendre hommage à l'un d'eux aujourd'hui dans les grandes plumes. Amadou Ampateba est né entre 1900 et 1901 à Bandiagara, chef-lieu du pays Dogon
et ancienne capitale de l'Empire tout couleur. Enfant de Hampâté Bâ et de Kadiadja Paté Poulo Diallo, est descendant d'une famille Peul noble. Peu avant la mort de son père, il sera adopté par le second époux de sa mère, Tidjani Amadou Ali Thiam, de l'ethnie tout couleur. Il fréquente d'abord l'école coranique de Tierno Bokar, un dignitaire de la confrérie Tidjaniya, avant d'être réquisitionné d'office pour l'école française à Bandiagara puis à Djenné. En 1915, il se sauve pour rejoindre sa mère à Kati où il reprendra ses études. En 1942, il est affecté à l'Institut français d'Afrique noire, IFAN, de Dakar, grâce à la bienveillance de son directeur, le professeur Théodore Modode. Il y effectue des enquêtes ethnologiques et recueille les traditions orales. Il se consacrera notamment à une recherche de 15 ans qui le mènera à rédiger l'Empire Peul du Massina. En 1951, il obtient une bourse de l'UNESCO lui permettant de se rendre à Paris et de rencontrer les milieux africanistes, notamment Marcel Griol. En 1960, à l'indépendance du Mali, il fonde l'Institut des sciences humaines à Bamako et représente son pays à la conférence générale de l'UNESCO. En 1962, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO. En 1966, il participe à l'élaboration d'un système unifié pour la transcription des langues africaines. En 1968, il est nommé ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. En 1970, son mandat à l'UNESCO prend fin. Amadou Hampâté Bâ et son disciple Alpha Ibrahima Sow seront récompensés en 1975 par l'Académie française en reconnaissance des services rendus au dehors à la langue française, médaille d'argent du prix de la langue française. Amadou Hampâté Bâ se consacre alors entièrement à son travail de recherche et d'écriture. Les dernières années de sa vie, il les passera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires en Koulel, L'Enfant Peul et Oui, mon commandant, qui seront publiés en France en 1991. Il meurt à Abidjan en mai 1991. La publication, la révision et la conservation de ses écrits ont reçu l'aide de Hélène Ekman, devenue sa femme en 1969. Amadou Hampâté Bâ, écrivain et ethnologue malien qu'on ne pourra pas oublier tellement il a fait les beaux jours de la littérature africaine et tellement il continue encore d'influencer de nombreux jeunes écrivains et même des jeunes lecteurs africains. Amadou Hampâté Bâ, j'imagine que vous l'avez lu? Peut-être. Peut-être. Peut-être, oui. L'étrange dessin de Ouangrin. De Ouangrin, Amkolel l'Enfant Peul, Kaïdara, Petit Baudiel. Je pense que les lecteurs d'entre les lignes qui ont fait le lycée dans les années 2000 se souviendront de Petit Baudiel qui était au programme scolaire au lycée, en seconde surtout. Gisèle Amélie, avec 2G, avec un Y, qui transforme son nom. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre l'écriture et le stylisme, la couture? Parce qu'on sait que vous êtes styliste. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre le fait de coudre des histoires et de coudre des vêtements? Bon, le seul lien que je vois, c'est peut-être... vous savez, tout ça, c'est du domaine de la créativité. Hein. On part de rien, et puis on commence à assembler les choses. On ne part pas vraiment de rien, puisqu'il y a un matériau. Par exemple, pour la couture, vous avez des tissus. Et pour la littérature, le récit, on a également l'événement, par exemple, la rumeur de la femme sorcière. En fait, quand je dis qu'on part de rien, par exemple, en couture, on n'a pas l'idée de la robe qu'on va coudre, on n'a pas l'idée de ce qu'on va faire. C'est vrai qu'il y a des matériaux, mais pour le moment, au départ, on ne sait même pas encore quel matériau on va utiliser. On crée tout ça d'abord dans l'esprit. Dès qu'on a l'image, on peut commencer à chercher, je veux travailler avec quoi, voilà. Ça part souvent de rien. Ou bien, d'une image qu'on a vue dans la rue, bon, il y a une source, mais je veux dire, c'est pour ça que je dis que ça part un peu de rien. Des fois, quand on se met devant l'ordinateur,
c'est pas toujours qu'on a l'idée. C'est vrai que, bon, des événements de la vie peuvent... Par exemple, dans mon histoire, c'est un événement de la vie. C'est pas difficile. C'est pas comme quand je fais de la fiction, où je parle de... Mais, je veux dire, des fois, l'idée vient comme ça de rien. Des fois, l'idée vient de rien, même s'il y a un matériau qui est là, le tissu. On va dire que Gisèle Amélie est une couturière de la littérature, une styliste du récit. J'espère que vous avez pris du plaisir à parler avec nous de votre livre. Beaucoup. C'est également le cas pour nous, c'est réciproque. On espère vous voir bientôt pour un prochain livre. Oui. En attendant, on vous dit à très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Aujourd'hui, nous recevions Gisèle Amélie qui est passée nous présenter son livre « La femme qui recherchait son enfant ». N'oubliez pas, chers lecteurs, courez dans toutes les librairies pour vous l'offrir. En attendant, vous savez, c'est une habitude, c'est un rituel dans cette émission. Nous ne vous laissons pas seuls, il y aura du slam, mais retenez-le bien, lire des livres. À la semaine prochaine.